Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Élection partielle dans Terrebonne, une bataille revanche pour Nathalie Sainte-Claire-Desgagnés et Tatiana Auguste. Une institution culturelle de la région est honorée pour son excellence. Et le projet Quartier Eaux-Vives, un chantier majeur à Charlemagne. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le compte à rebours est commencé dans Terrebonne, même si la date exacte de l'élection partielle n'est pas encore connue. Sur le terrain, les choses se placent déjà. Oui, le Bloc québécois confirme que Nathalie Sainte-Claire-Desgagnés et les libéraux misent de nouveau sur Tatiana Auguste, une campagne qui s'annonce comme un duel retour après l'annulation du scrutin d'avril 2025. Ma collègue Naila Hood s'est entretenue avec Nathalie Sainte-Claire-Desgagnés lors d'une conférence de presse du Bloc québécois tenue en présence de Yves-François Blanchet le 26 février dernier à l'hôtel L'Impérial de Terrebonne. Il y a deux exemples rapides que je vais vous donner, parce que vous savez, les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Il a fallu se battre avec acharnement pour des principes fondamentaux, le principe fondamental de la démocratie, le principe que chaque voix compte. Et il a fallu se battre. Mais s'il y a une chose que vous pouvez en tirer, c'est que premièrement, je n'ai jamais eu peur, ni au sein du Bloc québécois, ni dans les derniers mois, en attente de redevenir une députée du Bloc québécois, de tenir les institutions fédérales imputables. Ça va être super important. Ça fait plus de 10 ans que le gouvernement libéral, peu importe la tête qui est au pouvoir, dépense beaucoup trop sans compter nos impôts. En tant que vice-présidente du Comité des comptes publics, j'ai regardé avec détail, avec rigueur, tous les comptes et tout ce que le fédéral dépensait. Et ça va être important que tous les Terrebonniens sachent que leur argent est bien dépensé quand il l'est au fédéral, juste à temps, pour avoir notre référendum et pour enfin pouvoir avoir notre souveraineté d'ici quelques années. Et le deuxième exemple, c'est un exemple qui est très concret. Le TGV Alto, qui va passer par Terrebonne. Les Terrebonniens et les Terrebonniennes vont devoir se poser une question. Est-ce qu'ils vont vouloir une voix du gouvernement qui va leur dire « c'est pas grave les expropriations » ou au contraire, ils vont vouloir d'une voix forte qui va se battre pour avoir des consultations publiques, qui va se battre pour que si expropriation il y a, que ce soit fait de manière juste et équitable. C'est très important et c'est un choix déterminant que les Terrebonniens et les Terrebonniennes doivent faire dans la prochaine élection partielle. Bien, c'est sûr qu'un énorme soulagement de voir que la démocratie est respectée et que Terrebonne ait enfin l'opportunité de choisir quelqu'un qui va être dûment élu pour les représenter à Ottawa. On repart directement au combat parce que j'ai jamais cessé de croire que les Terrebonniens méritaient une voix forte, une voix qui les représente, quelqu'un qui, je pense être cette personne qui connaît les enjeux de Terrebonne et qui est prête à représenter les Terrebonniens et les Terrebonniennes et les Terrebonniens, à Ottawa. C'est l'ancien champ de tir fédéral qui est dans Terrebonne-Ouest. C'est un enjeu qui est énorme parce que c'est un terrain qui devrait être décontaminé par le fédéral, qui l'a contaminé à la base, pour en faire soit un énorme parc pour les Terrebonniens. Maintenant, ça a été identifié comme étant un corridor pour la biodiversité. L'environnement étant très important pour moi, il faut protéger cet endroit, le décontaminer, le protéger et le rendre à la population de Terrebonne. Bien sûr que le reste du Canada va regarder ce qui se passe à Terrebonne, et tant mieux. Pouvoir donner une visibilité à Terrebonne, c'est sûr que n'importe quel député qui aime Terrebonne a envie que ça arrive. Et après, il y a des enjeux locaux qui doivent être discutés et c'est de ça dont les Terrebonniens vont pouvoir discuter et surtout, c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir se pencher pour élire une députée qui a une voix forte et qui va les représenter avec rigueur et responsabilité. Merci. Bienvenue à Rester branché. Vous êtes retraité depuis 15 ans. C'est une belle expérience à vivre. J'explore beaucoup, puis de temps en temps, des bonnes idées qui surgissent. Si vous avez des conseils à nous donner. Il faut toujours se fier à la communication qui est importante.
Pour vous, prendre votre retraite, c'était quand même quelque chose qui était facile à décider de prendre. Oui, j'avais aucun stress par rapport à ça. Donc, c'est ça, je m'étais bien préparée pour la retraite, puis je savais exactement ce que je voulais faire. C'est quoi les options qu'on a? La socialisation est très importante. Très important. Vous avez combien de bénévoles à peu près? On est à 95 bénévoles présentement. Oh, 95, Ouais. c'est beaucoup. J'aime le faire du bénévolat. J'aime les gens. J'aime les gens. On a une plateforme qui s'appelle jebénévole.ca. Je pense que c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont capables de faire des belles choses tout en étant à la retraite. Ça occupe notre mental Oui. et ça nous aide à bien vieillir. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. Au courant des derniers jours, diffusion, Hector Charland, qui est responsable de la gestion du théâtre portant le même nom à l'Assomption et du théâtre Alphonse Desjardins de Repentigny, a reçu 2 prix Rideau 2026, dont le prix diffuseur de l'année. Pour en discuter, je reçois Evelyne Chagnon, directrice générale de diffusion Hector Charland. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de cette belle fierté d'avoir reçu ces 2 prix pour l'ensemble de votre œuvre. Bien, c'est vraiment une grande opportunité pour nous. En fait, il y a le prix diffuseur de l'année. Il faut savoir que ces prix-là, c'est notre industrie. C'est un jury de pairs qui a fait le choix d'Hector Charland pour l'année 2026. Pour nous, c'était vraiment une très belle reconnaissance. On est en nomination avec des collègues des autres salles de spectacle qu'on respecte énormément. Donc, c'est toujours un beau moment pour nous. Et surtout, c'est une reconnaissance d'équipe. C'est ça qu'il faut savoir. Ça venait reconnaître autant la qualité de notre programmation, la diversité des projets, la façon qu'on accueille les artistes, les spectateurs. Donc, c'est un beau, gros travail d'équipe. Puis c'est ce que ce prix-là venait souligner. C'était une année record aussi pour nous. Donc, on avait présenté plus de 400 spectacles. On avait un record d'assistance également. Donc, c'était un beau moment d'équipe. Puis, le deuxième prix, c'est un prix où on a la chance de travailler avec d'autres salles de spectacle au Québec. C'est le projet Saint-Laurent. Projet Saint-Laurent qui met en valeur les artistes émergents en chanson. D'avoir cette chance-là de pouvoir faire rayonner ce projet-là qui nous tient vraiment à cœur parce qu'il faut savoir qu'on donne un coup de pouce à des artistes qui ont déjà une carrière qui est amorcée, mais on les accueille en résidence de création. Donc, pendant une semaine, les artistes viennent peaufiner leur spectacle, travailler les éclairages, la mise en scène, l'enchaînement des chansons. Puis ensuite, ils performent devant un public. Donc, c'est vraiment une belle opportunité de découvrir des nouveaux artistes, pour nous de travailler avec d'autres salles de spectacle et de découvrir des artistes de chez nous. Puis on avait une autre nomination d'un beau projet en danse qu'on travaillait avec la ville de Repentigny. Fait que c'était une belle soirée pour notre équipe. Puis vous en parlez, la recette du succès, c'est quoi pour avoir autant d'assistance, mais aussi pour mettre en place différents spectacles? Vous en parlez d'une année record au niveau du nombre de spectacles que vous avez produits. Parlez-moi un petit peu comment on réalise tout ça pour mettre une structure gagnante là, pour tout le monde. Bien, je dirais qu'on a la chance d'avoir 2 magnifiques salles de spectacle, Théâtre Hector Charland, Théâtre Alphonse Desjardins. On présente aussi des spectacles pendant l'été à l'Ange Cornu. D'avoir ces 3 lieux-là qui sont vraiment différents nous permet de présenter tellement de types de spectacles, d'accueillir les artistes québécois, internationaux également. Je dirais que la recette qu'on a repose principalement sur
l'équipe, la façon qu'on a d'accueillir les spectateurs, de créer des liens, le sentiment d'appartenance qu'on a réussi à développer au fil des ans, autant auprès de l'équipe, parce qu'il faut savoir qu'une bonne majorité de la centaine d'employés qui travaillent au Théâtre Hector Charland et au Théâtre Alphonse Desjardins, ils travaillent depuis plus de 10, 15 ans, 20 ans. Donc, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort. Puis je pense qu'on a réussi au fil des ans à aller chercher ce même sentiment-là d'appartenance, autant auprès du public que des artistes. Les artistes ont hâte de venir dans nos salles. Public également, on essaie d'être le plus à l'écoute, de trouver des façons plus personnelles de les accueillir. Je pense que ça fait partie de notre recette gagnante chez Diffusion Hector Charland. Et là, ça continue, tout ça, les spectacles n'arrêtent pas. Qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses? Puis qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les mois à venir? Il faut savoir qu'on est ouvert 12 mois par année dans chacune des salles de spectacle. L'Ange cornu, c'est seulement l'été. Ce que je peux lancer comme invitation, c'est on a commencé à sortir nos spectacles d'été. Donc, au Théâtre Hector Charland, il y a une super pièce de théâtre, Duplex, qui s'en vient avec Sylvain Marcel, Sophie Fauché, Valérie Blais, François Mascotte. Au Théâtre Alphonse Desjardins, on propose vraiment une grande série d'humour où on a justement Jean-Michel Anctil qui vient de sortir son spectacle, Coco Béliveau, Guillaume Pinault et plusieurs autres. Et l'Ange cornu, si les gens ont envie de découvrir des artistes en chanson émergents, on peaufine les derniers détails de notre programmation qu'on va sortir dans quelques jours. Donc, on invite les gens à être à l'affût. On a un super magazine, Bête de scène, qui va sortir bientôt. On a également l'infolette qu'on invite les gens à s'abonner. C'est la meilleure façon de découvrir toutes nos nouveautés. Je dirais d'être curieux. La culture, ça fait du bien. Des spectacles, de venir se faire du bien dans nos beaux lieux, puis d'être bien accueillis par notre équipe, je pense que c'est vraiment gagnant. Un gros merci d'avoir été de passage aujourd'hui en studio. Merci pour l'invitation. Je m'appelle Trixie et j'ai 6 ans. Je porte des prothèses pour pratiquer toutes mes activités préférées. Je peux faire de la trottinette. Je m'entraîne avec mon papa et j'adore faire de la corde à sauter. Votre générosité permet aux hôpitaux de guerre de me donner les prothèses dont j'ai besoin. Merci! Vous êtes un entrepreneur d'ici, vous avez une histoire à raconter, un parcours unique, des défis surmontés, des réussites à partager? Rejoignez-moi ici même à Fibre E, une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, diffusée sur le réseau MaTV. Notre objectif, mettre en lumière les talents d'ici, inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et montrer que oui, c'est possible de réussir chez nous. Contactez-nous dès maintenant pour participer à l'émission. L'entrepreneuriat, c'est aussi le pouvoir d'inspirer. Au plaisir de vous recevoir sur le plateau de Fibre E. Toutes mes mauvaises décisions m'ont enseigné quelque chose de fondamental pour m'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Si des fois on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, c'est parce qu'on n'est peut-être pas à la bonne place, mais qu'il y a un endroit pour nous. Même quand j'étais jeune, je m'amusais à bâtir des projets ou à bâtir des entreprises quand j'étais à mon jeune âge à l'école. Donc, j'ai atterri dans le milieu d'entrepreneuriat, je pense, naturellement. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré. À Charlemagne, un vaste terrain en bordure de la rivière des Prairies est en train de se construire. Le projet de quartier Eaux-Vives entre maintenant dans sa phase concrète. Les travaux sont lancés. Une première livraison est attendue en 2026. Pour en savoir plus sur ce chantier majeur, notre journaliste Naila Hood s'est intéressée au projet et s'est rendue sur place. On l'écoute. Le quartier Eaux-Vives, c'est un projet de densification majeur à Charlemagne entre Terrebonne et Repentigny. La ville ainsi que le promoteur promettent un développement plus intelligent, des impacts mieux maîtrisés comme l'ensoleillement, la circulation, la gestion du chantier ainsi qu'un accès public à la rivière. On veut alors comprendre comment la ville va encadrer ce projet et ce que ça représente pour les futurs citoyens, mais aussi pour ceux qui sont déjà présents. La ville de Charlemagne est à la porte de la Naudière, dans la MRC de l'Assomption.
Donc, la ville est située à proximité de Montréal, donc entre les villes de Terrebonne et de Repentigny. On a un territoire quand même restreint de 2,2 km² et la population actuellement est de 6 666 personnes. On a un projet qui est en planification depuis 2022, c'est le projet Quartier Eaux Vives. Donc, c'est un projet de 7 bâtiments. Ce qui est projeté, c'est un peu plus de 1250 logements. Donc, un projet mixte de haute densité qui est situé près du boulevard Céline-Dion, sur la rue Notre-Dame, limitrophe à la rivière des Prairies. Donc, ils vont vraiment une phase une après l'autre. Une phase dure environ 2 ans. Donc là, il y a la première phase qui est presque terminée, là, qui est de 155 logements. On va probablement émettre les permis en 2026 pour la deuxième phase, là, qui est un immeuble de 30 étages et de 325 logements. On a défini vraiment des secteurs là, qui sont propices à la densification, donc en bordure d'un axe de transport principal, comme le boulevard Céline-Dion, qui est la continuation de l'autoroute 640. Donc, c'est aussi qu'on retrouve du transport en commun et du transport actif, comme la route verte et le sentier transcanadien. C'est un secteur aussi, au niveau économique, qui a besoin d'une certaine vitalité, mais on demande vraiment aux promoteurs, c'est une exigence, que le rez-de-chaussée soit minimalement commercial. On a des problématiques au niveau des îlots de chaleur, donc c'est un secteur qui est propice à la densification dans une aire TOD. Ce qu'on demande, c'est justement qu'il y ait un certain souci au niveau du développement durable. Exemple, avec le projet Quartier Eaux Vives, il y avait un frais de parc qui était nécessaire. Donc, la Ville a un terrain, un nouvel espace vert de 4200 m² que le propriétaire nous a cédé puis qui va être disponible pour l'ensemble de la population. Donc, la Ville de Charlemagne a quelques espaces verts riverains. Celui-là va être majeur, donc avec une vue imprenable sur l'île Bourdon, Rivière-des-Prairies, puis ça va être accessible à l'ensemble de la population. Dans mes interactions avec les citoyens, lorsqu'il y avait des questions sur les projets de densification, autant pour Quartier Eaux Vives que pour les autres, en fait, ils ont beaucoup de questions au niveau justement ensoleillement, circulation. Donc, on avait l'ensemble des études pour leur démontrer qu'il n'y avait pas des impacts majeurs sur le milieu, qu'en fait, on venait améliorer le milieu. Il ne faut pas oublier que la densification, c'est du développement durable. Il y a une crise du logement aussi. Donc, on vient améliorer plusieurs sites, c'est-à-dire par la gestion de l'eau pluviale, intégration d'aménagements paysagers, plantation d'arbres. Donc, on vient éliminer certains îlots de chaleur, on vient rajouter des commerces de proximité. Donc, avec les études, on vient enlever l'ensemble des inquiétudes qu'ils peuvent avoir, puis on est capable de démontrer que les projets vont être une plus-value. On a adapté notre réglementation aussi pour les heures de travaux, donc on les limite beaucoup la fin de semaine. En fait, il n'y en a presque pas la fin de semaine, à part des éléments très, très importants. Bien, dès les premières approches avec les propriétaires, ça a été très clair de leur présenter la vision du conseil municipal, là, qui est le plan d'urbanisme. On est arrivé ici en 2022 à Charlemagne. Quand on l'a marché, on a eu un coup de cœur, on a vu le potentiel. On était déjà en train de l'imaginer, de le construire. Puis donc, ça a pris quelques temps, mais une fois le terrain entre nos mains, on est parti sur le projet le plus ambitieux pour nous de construction. Il va y avoir un volet locatif, fait que c'est appartement, des condos en location. On aimerait également là, avoir des RPA ici à l'intention des personnes plus âgées. Puis également, il va y avoir une phase qui va être réservée en condos vendus pour être capable vraiment de donner une offre diversifiée là, au niveau du secteur. Depuis le début de nos démarches, on a visé vraiment une collaboration avec la Ville, fait qu'on les a approchés pour discuter de nos intentions, puis de voir également de leur côté le cadre dans lequel ils voyaient le projet s'inscrire. Fait que ça a été vraiment une super belle relation de collaboration, de discussion pour répondre également aux besoins au niveau de la Ville de Charlemagne, mais également là, pour respecter un peu le produit qu'on voulait mettre de l'avant sur le marché. L'entièreté de l'eau souterraine qui est captée et l'eau de pluie s'accumule dans un bassin, dans des immenses bassins sous les bâtiments, sur l'ensemble des bâtiments. Puis cette eau-là, dans le fond, elle va être servie là, vraiment pour arroser, parce qu'il n'y a pratiquement pas de stationnement extérieur, c'est seulement des espaces verts. Puis on a également priorisé l'utilisation de systèmes mécaniques à haute efficacité énergétique, fait qu'ils consomment moins pour un résultat supérieur là, en termes de chauffage ou de climatisation. Puis également, on a décidé d'implanter des systèmes un peu révolutionnaires de récupération de chaleur là, pour le chauffage de l'eau. C'est vraiment des postes qui consomment énormément dans des bâtiments, mais nous, on a décidé de prendre la décision, dans le fond, là, d'aller vers des systèmes vraiment efficace énergétiquement. Le but, c'est d'avoir le moins d'impact possible. Fait que c'est de travailler intelligemment puis d'être
avant-gardistes, dans le fond, dans les méthodes pour pouvoir le faire. C'est sûr que le but, c'est de faire des chemins de circulation pour les chantiers, de l'éloigner le plus possible de la phase 1 et de la phase 2, puis de toujours les éloigner. Puis de la façon qu'on construit, on construit en tournant, fait qu'on sort du projet. Fait qu'on s'éloigne le plus possible, on va donner le maximum de milieu de vie, puis on va le créer au fur et à mesure qu'on avance. Donc, les plusieurs phases du projet Ovive vont se construire sur plusieurs années et de notre côté, on reste à l'affût de l'évolution de ce projet. Naila Hood, Charlemagne, TVRM. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patate. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vue. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Les Cobras de Terrebonne ont assuré leur place en série éliminatoire grâce à une victoire de 4-3 en prolongation contre les Flames de Gatineau le vendredi 27 février. L'organisation a aussi rendu hommage au même moment à son entraîneur-chef, Robert Dubuc, qui célèbre ses 20 ans derrière le banc des Cobras cette saison en 2026. Le prochain match se déroulera vendredi 6 mars, où ils affronteront le Collège français de Longueuil au Colisée Jean-Béliveau à 19h30. Afin de faire le point sur la situation actuelle du logement social sur le territoire lanaudois, j'ai pu m'entretenir avec Benjamin Robert d'Action Logement Lanaudière. Plusieurs inquiétudes persistent et des actions doivent être entreprises selon lui. Voici l'entrevue. Au niveau du logement social, au Québec, ça fait comme assez longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux logements sociaux qui n'ont pas été construits. Fait que pour le logement social, on inclut dedans les HLM, mais aussi des habitations type coopérative d'habitation, mais également des OBNL d'habitation. Là. Fait que c'est les trois grands types de logements sociaux là qu'on a là. Ce qu'on voit là depuis une couple d'années, en fait, depuis que le programme Accès Logis a été terminé par le gouvernement actuellement en place. Il y a eu un nouveau, quelque chose qui a remplacé ça, qui s'appelle le FAC, là, le Programme d'habitation abordable du Québec. Et on est en train de dériver légèrement de l'habitation sociale, du logement social, vers une définition du logement abordable, avec des définitions qui se renouvellent un petit peu toutes les semaines, tous les mois. On n'arrête pas d'avoir des nouvelles définitions de ce que c'est abordable. On s'entend là pour vous et moi quand on parle de abordable, on s'entend que c'est par rapport à ce qu'on a dans notre portefeuille, par rapport à notre capacité à payer là. Mais avec les nouvelles définitions que nous balance le gouvernement, on se retrouve avec des définitions qui peuvent inclure des logements des 4,5 à 2000, 2500 $, fait qui sont absolument pas accessibles pour la population et qui répondent pas en fait aux besoins des communautés là. Il y avait le problème de la salubrité des logements. Puis dans la Naudière, c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de logements, c'est difficile de le quantifier, mais beaucoup de logements qui sont insalubres. Et là, je ferai des liens avec le nouveau calcul du TAL
qui a été proposé cette année pour la fixation de loyer, on voit que là, maintenant, on accorderait à peu près 5%. En fait, pas à peu près, c'est 5% des travaux majeurs qui seraient remboursés, donc étalés sur 20 ans aux propriétaires. Et ça, on a une crainte par rapport à ça, c'est que oui, il y a beaucoup de logements qui demandent de l'amour pour qu'il y ait des locataires qui puissent vivre convenablement à l'intérieur sans grave de problèmes de santé, etc. là. Mais en même temps, si on les rénove et qu'après, les locataires se prennent des augmentations de loyer faramineuses, là, je pourrais vous dire, rien que ce matin, j'en ai eu des augmentations de loyer à 28%, 48%, 52%. Il y en avait là-dedans que les propriétaires abusaient, mais il y en avait d'autres aussi où les propriétaires, vraisemblablement, avaient le droit de demander cette augmentation-là parce qu'ils avaient fait des travaux majeurs. Fait que, il y a la question au moment qu'on se pose, c'est oui, on veut des logements sains, mais on veut des logements qu'on peut pouvoir payer aussi. Puis on pense que le logement social répondrait en fait à ce besoin-là, non? Quand on parle de solution à cette crise qu'on vit depuis bientôt maintenant officiellement depuis 7 ans, 7-8 ans, il n'y a pas qu'une seule façon d'envisager une solution. C'est sûr, le logement social en serait une, mais il y a d'autres choses là. Tu sais, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de la province, il y a des choses qui peuvent être faites au niveau des municipalités, comme justement réserver des terrains pour le logement social, mais il y aurait aussi un contrôle des loyers qu'il faudrait imposer, parce que si on a du logement social, mais que les loyers sont toujours pas contrôlés de l'autre côté, on va arriver quand même à des augmentations de loyers qui sont de plus en plus disproportionnées avec la capacité à payer. Là. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'on construise, mais qu'on construise de façon accessible, fait que du logement social, là, mais qu'il y ait aussi quelque chose qui encadre en ce moment le marché actuel, qui est un marché en fait qui est contre les locataires. Quand on parle de crise du logement, c'est un vocable qu'on utilise un peu trop rapidement peut-être, parce que quand il y a une crise, ça devrait toucher absolument tout le monde dans une société. Or, pour ce qui est des municipalités, avec les évaluations foncières des immeubles qui montent, ça va plutôt bien, ça leur apporte des taxes. Pour le gouvernement, ça va plutôt bien. Pour les propriétaires, pour les constructeurs, ça va bien. Il y a juste les locataires, en fait, qui sont en train de payer cette crise. Fait qu'on voit que les locataires se font de plus en plus exploiter et c'est sur leur dos à eux que la crise est en train de prospérer. Donc. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit. Animé par Pierre Berthiaume. À bientôt tout le monde.